هذه القرارات اذا كان فيها رفض يقولوا هني لسنه. اليوم كل شيء اللي قررنا اياه بالوزاره اللي قرر فقط ل3 اشهر، يعني انه الموضوع لسه قابل للنقاش. انا برايي لازم نخلي الملف هذا على الطاوله. بالنسبه انا بقترح ملف ثاني. عفوا قصدك لا que la coalition apparaisse déjà comme une force qui travaille sur la reconstruction. C'est pour ça que cette idée du plan me paraît important de dire que l'Union européenne pourrait déjà annoncer qu'elle travaille main dans la main avec la coalition à préparer un avenir de paix et si possible aussi de subsistance au peuple syrien dans les mois très difficiles qui suivront la chute de l'Iran. Intéressant, c'est de connaître aussi, le moment venu, c'est un peu tôt, la position que prendra le gouvernement provisoire de la coalition nationale sur la CPI. Parce qu'il arrivera un moment, s'il est considéré comme étant légitime ce gouvernement, il aura la capacité d'adhérer à la charte de la CPI et de la saisir. Alors, pas forcément signataire, on n'a pas besoin de signer pour saisir la Cour pénale. C'est assez technique, mais il faut qu'on demande le siège de la Syrie aux Nations Unies. Alors, mais non, on l'a pas. Le siège pour représenter que la coalition représente la Syrie. Que le régime soit viré, que les représentants du régime soient virés. Mais lorsqu'un régime change... Il pose la question, quoi. Tu vois, il dit guerre populaire, il fait exprès l'imbécile, mais en fait, c'est la guerre. Les gens, ils l'ont fait. Il est clair, mais Bernard Arnault disait qu'il s'était battu, qu'il s'était allié avec Terray, allié avec Emmanuel Terray, contre Auguste, qui disait il faut surtout pas soutenir cette alliance qui est soutenue par le Qatar, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, pas de cette manière, le film, tu vois. On va passer très bien, donc qu'est-ce que tu vas faire au Parlement européen? Tu vas parler? Je sais pas, mais moi je sais pas, je suis pas arrivé à... Mais tu pas arrivé à aller? Mais non, là-bas il y a trop de monde, il y a 25 caméras, et puis il y a 5 types, et les autres sont pas arrivés. هلا هنيك الشباب تقريبا سيطروا على كل المنطقة الحدودية. وين على عرسال؟ الجهة اللبنانية. في عندك عرسال؟ ايه عرسال ايه؟ عرسال ورنكوس هذول ولاد عمنا، ولاد عمنا. أنا باتجاه يبرود. أنت باتجاه يبرود. مفتوحة الطريق. تقريبا. قال لسه كان هو عندنا بقى يعمل خلص شيء 3 كرتين يمكن 4 كرتين العالم كله يتحسون فيها كل شيء. Quand elle a quitté Damas, et en fait c'était son anniversaire et ses amis ont offert ça. كنت depressed كنت كثير depressed ايه وهو ساعدني يعني كنت رويت ايه فهلا باخذه وين ما كان يعني صديقي بكل مكان شحيفان شحوف شحيفان شحوف وهو ناشط حقوقي ايه وعنده فيسبوك اكاونت بحب السفر كثير. Les Syriens sont dans la rue. Marcha des foutus, les Syriens sont dans la rue. Halte au massacre en Syrie. La Syrie vivra, la Syrie vivra, la Syrie vivra, la Syrie
الله سوريا حرية وبس. الله سوريا حرية وبس. الله سوريا حرية وبس. الله سوريا حرية وبس. الله Liberté, démocratie en Syrie. Liberté, démocratie en Syrie. Liberté, démocratie en Syrie. Liberté, démocratie. Il y avait des voitures. On a un peu parlé aussi C'est bon? العذاب غصب عنك يا جواد. جنة جنة والله يا وطننا يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة حمص يما العروبة للخفاش التوبة حمص يما العروبة للخفاش التوبة لنهار الصعوبة لنهار الصعوبة الطاي واسأل عنا حمصية واسأل عنا جنة 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 يا الله يا وطننا جنة 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 يا الله Oui, mais qui nous empêche de faire les rendez-vous. Je reste. Si tu veux, je le lis comme historien. Je peux pas le lire comme la granite, comme un comptable. Je peux pas le dire comme la granite. Oh là 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 là. Nous sommes très heureux et honorés d'accueillir ici, au Théâtre National de Strasbourg, ce moment d'échange et de réflexion autour de la situation politique, sociale et humanitaire en Syrie et aux côtés du peuple syrien. Sur la proposition de Jacques Ralit, que nous connaissons tous pour son engagement rare, essentiel, politique et pour la culture, il nous a semblé ici au TNS comme une évidence de nous associer à Surya Ouria, à Alsace-Syrie et à toutes ces personnalités intellectuelles, artistes, femmes et hommes du monde de la culture, tous mobilisés pour soutenir le peuple syrien, sa liberté, ses droits fondamentaux. Nous sommes ici pour bien nommer les choses et dire ce qui se passe en Syrie. Notre colloque au 104 à Paris le 19 novembre dernier a démontré que ce n'est pas une guerre civile, mais une guerre contre les civils, une guerre criminelle d'un dictateur contre le peuple de son pays. Des personnes se satisfont de la soi-disant laïcité de Bachar el-Assad et grossissent en même temps la présence djihadiste dans la tragédie du peuple syrien. En fait, les djihadistes servent Bachar el-Assad. Se solidariser avec le peuple syrien, c'est battre et Bachar el-Assad et les djihadistes. Là, le peuple syrien ne cède ni à la peur, ni à la terreur et multiplie les initiatives démocratiques, pacifiques, libératrices
organise une nouvelle coalition nationale de l'opposition et des forces de la Révolution, incluant les figures les plus respectées de la société. Refusant de se laisser anéantir, il soutient l'armée syrienne libre qui se trouve en première ligne face aux crimes contre l'humanité de Bachar al-Assad. J'ai écouté avec bonheur ce jeune homme dire « Je ne veux pas mourir pour la Syrie, mais je veux vivre en Syrie. » Nos frères et sœurs syriens qui ont pris avec nous le train sont éminemment des êtres humains et déclarent dans leurs manifestations pacifiques qui continuent non à la défiguration de notre révolution syrienne, non au confessionnalisme, oui à l'unité nationale, ou encore je suis un arabe, mais je défendrai les droits de mes frères kurdes. Depuis une quarantaine d'années, à tel point que lorsque nous rentrions au pays, nous avions toujours peur d'être arrêtés par les services secrets. Les Syriens aspirent à la liberté, à la justice, à l'égalité et à la laïcité. Ce peuple se bat pour un régime démocratique où il n'y aurait pas de différence confessionnelle et ethnique entre musulmans, chrétiens, druzes, sunnites et alaouites ou entre arabes et kurdes. Les Syriens veulent continuer à entendre les cloches des églises en même temps que l'appel à la prière. Il faut, je crois, que nous ne cessions jamais de penser, par exemple, à d'où vient Bachar, et à son père, et à tout ce qu'a été la Syrie bassiste. Et au-delà, que nous pensions à tout ce qu'ont été, sont encore tous ces États arabes, salués, encouragés pour leur laïcité, entre guillemets, par l'Europe, par les États-Unis, et pratiquant toutes sortes de modes de ce qu'on n'ose même pas appeler gouvernement, dont les résultats sont ce que nous connaissons en Tunisie, en Égypte, etc. Je voudrais attirer votre attention en quelques mots sur l'importance de la réunion des Amis du peuple syrien, la 4e du genre qui se tiendra demain, 12 décembre, à Marrakech. Je ne vous cacherai pas que, selon les échos que j'ai recueillis, au moment de se rendre au Maroc, cette coalition n'est pas très optimiste. Elle a pris note de la froideur des Américains, qui, à force de crier au loup islamiste et djihadiste pour ne pas intervenir, ont contribué à laisser arriver en Syrie des combattants dont les Syriens ne voulaient pas. Ils sont devenus aujourd'hui un problème. Les Syriens le savent et cela ne les réjouit pas. Mais quelles que soient les intentions de ces fous de Dieu, comme on les appelle, eux au moins se battent contre le régime. Et cela suffit aux Syriens qui veulent désormais en finir parce qu'ils ne supportent plus de voir leur famille décimée, leurs biens détruits, leurs villes ravagées et leur pays méthodiquement dévasté par la folie meurtrière et destructrice de Bachar el-Assad. Parce qu'ils ne supportent plus non plus les hésitations criminelles des pays occidentaux qui semblent préférer la mort de dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants à la perspective d'une arrivée au pouvoir des islamistes. Je vous remercie. Cela fait plus de 20 mois que le monde assiste avec un insupportable mélange de cynisme, d'indifférence et d'incompréhension à la guerre sans merci menée par le régime tyrannique et corrompu de Bachar el-Assad contre la grande majorité de la population syrienne. Cynisme des Russes qui, en quête d'un rôle au Proche-Orient, n'importe lequel, soutiennent ce régime militairement et diplomatiquement. Cynisme des Américains et des Européens qui, tout en condamnant le carnage, proclament haut et fort qu'ils ne sont pas disposés à intervenir pour l'arrêter. Cynisme des Iraniens et des Saoudiens qui règlent leur compte à la fois géostratégique
et confessionnelle sans se soucier le moins du monde des intérêts du peuple syrien. Indifférence ensuite de l'opinion publique mondiale, peu pressée par les temps qui courent de se mobiliser pour des causes lointaines, d'autant qu'il s'agit là des deux côtés d'Arabes et de musulmans. Incompréhension enfin du parti, peut-être de la plupart des militants de gauche, censés être les plus sensibles aux souffrances du peuple syrien et les plus réceptifs à ses revendications démocratiques, sous différents prétextes, le plus sérieux à mon avis étant la militarisation du soulèvement populaire. On les voit renvoyer dos à dos opprimés et oppresseurs, et même parfois justifier l'injustifiable et pardonner aux criminels leurs crimes. Le veto russo-chinois au Conseil de sécurité de l'ONU le 4 novembre 2011 a marqué une date. Les Syriens ont alors compris qu'aucune pression internationale quelque peu efficace ne s'exercerait sur Bachar Assad, le forçant à se démettre, et qu'ils devraient par conséquent compter en premier lieu sur leurs propres forces pour y parvenir. Et l'on se rappelle de cette banderole tragique déployée cet automne-là dans une petite ville du Nord: à bas le régime, à bas l'opposition, à bas la nation arabe, à bas la nation islamique, à bas le Conseil de sécurité, à bas le monde tout entier. La vraie question qui se pose est celle de la coordination et de l'encadrement de l'armée libre par une instance politique unifiée. C'est seulement à ces deux conditions intimement liées que l'on pourra désormais éviter les dérives confessionnelles ou terroristes ardemment souhaitées par le pouvoir, circonscrire l'influence des puissances régionales et regagner les indécis, probablement plus nombreux aujourd'hui qu'auparavant. Et c'est seulement de la sorte que l'on hâtera la chute du clan prédateur qui occupe la Syrie comme une armée étrangère depuis plus de 40 ans. Je vous remercie de votre attention. J'en suis rentré il y a 3 semaines à peu près. Et évidemment, c'était dans les parties ce qu'on appelle libérées de la Syrie, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus sous le contrôle du régime. J'ai envie simplement, de travers 3 scènes qui m'ont particulièrement frappé, que je voudrais vous rapporter, vous faire un peu sentir les réalités aujourd'hui sur le terrain. La vie qui n'est plus dans le village d'à côté, puisque c'est une quarantaine de familles qui ont investi ce village, qui se sont réfugiés dans ce village, qui a, en plus d'avoir ces vieilles maisons romaines, d'être dans la montagne et d'avoir des grottes et des cavernes qui sont de parfaits abris anti-aériens. Et là, une quarantaine de familles sont installées, des enfants, des femmes, bon, dans des conditions pas très confortables. Mais oui, on voit tout en rentrant par une fenêtre dans la montagne qui n'est pas plus grande qu'un écran de télévision, tout d'un coup on descend et puis on a une grotte où des dizaines de couvertures de matelas ont été étalées où les gens vont se protéger, parce que leur village juste à côté, de l'autre côté de la montagne, a été complètement rasé par l'aviation. Et bon, j'ai vu à chaque fois qu'un avion passe dans le ciel, la panique qui est celle des femmes et des enfants de devoir aller se réfugier dans les grottes. Je vais raconter qui est vraiment la Syrie d'aujourd'hui. C'est à Alep où je suis arrivée et on m'a emmené tout de suite à la manifestation du vendredi. Une manifestation qui m'a beaucoup touchée parce que c'était vraiment comme une nostalgie, c'était comme les premières manifestations de la Révolution, celles qu'on a vues au printemps 2011, où rassemblés dans une toute petite impasse, il y avait des jeunes qui chantaient avec les vieux slogans. Je dis les vieux slogans, non, c'était dignité, liberté, le peuple syrien est uni. Et alors qu'Alep, qui est aujourd'hui une ville divisée, ravagée, horrifiante à voir par les combats, parce qu'elle est divisée en deux, de voir tout d'un coup cette manifestation au milieu de cette impasse.
Et c'est peut-être le seul endroit où je me suis sentie en sécurité à Alep, dans cette manifestation, tellement on voyait aussi tous les voisins autour qui regardaient, qui chantaient avec les manifestants. Et le vendredi d'après, je venais de rentrer à Paris. Un obus est tombé exactement sur le lieu de cette manifestation. 7 jeunes sont morts, dont Mustafa Karman, ce jeune dont je vous parle, qui militait dans cette association de jésuites. En 3e tableau, je voudrais parler de la Syrie de demain. Non pas celle qu'on rêve, mais celle qui reste dans la tête des femmes. Combien l'école obsédait ces femmes. Le fait de voir leurs enfants ne pas aller à l'école était, outre les bombardements aériens, vraiment le 2e problème. Et quelque part, j'ai senti que là, l'espoir était là. Parce que les mères essayent quand même d'obliger leurs enfants qui sont à la maison, qui ne peuvent pas, parce que les écoles sont devenues complètement infréquentables et même souvent visées par l'aviation. J'ai vu comment elles essayaient de ressortir les cahiers tous les jours, de faire écrire et lire à leurs enfants, de leur faire du calcul. Et j'ai même rencontré une femme qui est analphabète et qui, malgré les dangers sur la route, a dit à sa fille, demain, il faut absolument que j'aille inscrire ma fille à l'université d'Idlib, simplement pour retenir la place, parce que sinon, elle peut perdre encore une année universitaire. Je suis arrivé le lundi, le temps de passer le pyjama de ce qu'on appelle le bloc opératoire, que nous étions déjà mitraillés. Le 3e jour, nous avons été bombardés. L'hôpital était inutilisable. Nous avons dû évacuer à la fois les blessés et les patients qui étaient dans cet hôpital. Je suis allé alors à 40 km au nord-est d'Alep, dans une autre ville beaucoup plus importante, la ville de El-Bab. L'hôpital de la ville avait déjà été détruit. Et j'ai travaillé dans un hôpital clandestin d'une grosse villa d'un haut militaire syrien. Il y avait ce flux continu de blessés de nuit et de jour, avec des équipes que j'ai retrouvées là, qui travaillaient 12 heures par jour. Il y avait très peu d'infirmiers, c'était des étudiants en médecine. Il y avait des gens de bonne volonté qui nous aidaient à pancarder les blessés. Bien entendu, je vais quitter avec beaucoup de difficulté le 6 octobre, parce qu'il est difficile, lorsqu'on travaille dans cette situation-là, et qu'on est aussi proches les uns des autres, que l'on dort et que l'on travaille jour et nuit, maintenant c'est difficile de partir en laissant ces gens à leur propre destin. Et le 17 octobre, cet hôpital a été entièrement bombardé et détruit par 2 vols successifs. En Syrie, aujourd'hui, plus de 80 médecins ont été assassinés, 700 sont portés disparus. Sur le plan humanitaire, ça n'existe pas. Telle horreur. Depuis 39-45, le nazis ne le faisait pas. Ne tuez pas les médecins qui se soignaient. On assiste à quelque chose de là tout à fait particulier, où il y a une volonté de détruire maintenant les hôpitaux et de tuer ceux qui soignent. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une logistique qui se met en place d'aide humanitaire au niveau européen, de manière à assurer des ravitaillements continus en médicaments, en vêtements, pour cette population qui vit en situation de danger? Moi, je voudrais vous interpeller, vous les parlementaires, là-dessus, à ce problème, car ce problème, il est purement humanitaire. J'entends bien qu'il n'est pas politique. Je ne demande pas à ce que l'on verse des armes, que l'on donne des armes. Je dis simplement que nous avons une obligation d'action et que vous avez une obligation d'agir parce que vous avez reçu le mandat pour le faire. Donc, en ce qui me concerne, moi, en tant que médecin, je vous interpelle à ce sujet pour savoir est-ce que nous sommes capables au niveau européen au moins de nous organiser sur le plan logistique pour assurer le ravitaillement nécessaire humanitaire à l'intérieur de la Syrie et de ne pas se satisfaire simplement des camps qui sont à l'extérieur comme on le fait jusqu'à présent. Je vous remercie. Je voudrais particulièrement vous parler des organisations de la société civile qui sont nées, qui ont été créées depuis le début de la Révolution. En particulier les groupes de femmes. Et tout ce que les groupes de femmes ont fait
comme activité depuis le début de la révolution. في الواقع النساء في سوريا عدا عن الاعتقال والاغتصاب والملاحقة والقتل. Parce que les femmes syriennes, en plus d'avoir été arrêtées, poursuivies, blessées, violées et tuées souvent, يواجهنا الآن خطر التطرف الديني الحاصل الآن الذي بدأ بالظهور مؤخرا. Donc en plus de la répression à laquelle elles ont été soumises, aujourd'hui elles doivent confronter de nouveaux dangers avec un extrémisme religieux qui est en train de monter. وكل التجمعات المدنية التي حاولت النساء القيام بها في الثورة لم يتم دعمها بالمطلق. Et tous ces regroupements, ces associations civiles de femmes créées par les femmes depuis le début de la révolution n'ont pas du tout été soutenues. طبعا الدعم الأولي الآن للإغاثة يبدو. Bien évidemment, quand je parle de soutien, bon, la première aide attendue, c'est humanitaire pour la survie. ولكن حتى في الإغاثة يتم توزيع هذه الإغاثة والمال سياسيا وليس إنسانيا. Parce que le problème, c'est que même l'aide humanitaire qui parvient est souvent répartie selon des critères politiques et non pas selon des critères humains. أو كما قال الطبيب الدكتور إنه هناك عقبات كثيرة تحول دون وصول المساعدات الإنسانية للرجال والنساء، ولكن تحديدا يتم وصول المال السياسي حوالي سنة تقريبا. أنا والعديد من النساء السوريات حاولنا الاتصال بمنظمات إنسانية بالأمم المتحدة، بالاتحاد الأوروبي، بالبرلمان الأوروبي للوقوف إلى جانب التجمعات المدنية لهؤلاء النساء. Je tente depuis un certain temps avec plusieurs femmes à prendre des contacts au niveau de toutes les instances européennes, la Commission européenne, le Parlement européen, d'autres associations, pour les amener pour les sensibiliser à ces questions de regroupement de femmes syriennes et de l'aide qu'on peut leur apporter. والحقيقة كان التجاوب معنا ضعيف جدا، لم يتم مساعدتنا طلبنا مساعدات إنسانية، مساعدات إعلامية، مساعدات إغاثية، تم تجاهل طلباتنا بالعموم طبعا وليس في الغالب. Jusque-là, nous avons été déçus par de très faibles réactions qu'on a pu avoir à travers nos contacts et on n'a pas l'impression qu'on est arrivé à sensibiliser vraiment sur la question des organisations féminines. طبعا أنا أريد أن أحدثكم الآن عن تجربة شخصية قمت بها أو أقوم بها الآن في مناطق الشمال الشبه المحرر في سوريا. Je voudrais maintenant vous exposer un projet que j'ai initié pour les femmes, une expérience personnelle dans les régions nord de la Syrie, donc qui n'est plus sous le contrôle du régime. حيث قمنا بتأسيس منظمة للنساء السوريات لمساعدتهن عبر مشروعات اقتصادية. On a créé une association pour les femmes syriennes en vue de les aider à travers des projets économiques à pouvoir subvenir à leurs besoins. وهذا تطلب مني معرفة الريف السوري في الشمال شبه المحرر. Et pour démarrer donc ce travail, il a fallu prendre connaissance avec le terrain, c'est-à-dire avec les régions rurales du nord de la Syrie. أنا أستطيع أن أقول لكم أن النساء يعشن هناك في الجحيم حقيقة. Et je peux vous dire après mon premier voyage que réellement les femmes vivent un enfer dans ces régions. عدا أن الأطفال ليسوا في مدارسهم. Les enfants ne vont pas à l'école, ce qui est très bien. عدا عن الأطفال الكثر الذين قتلوا. Bien sûr, sans parler des enfants qui ont été tués. هناك أطفال الآن أطفال الأمهات والنساء يعيشون في خيام تحت البرد ويعانون من الفقر والجوع. Et aujourd'hui, la situation c'est qu'il y a beaucoup de femmes et d'enfants
qui vivent sous les tentes, dans le froid, et qui ont faim et peur. ومنهم جرحى وحتى أمهاتهم لا تستطيع أن تأتي بالأدوية إليهن، ليس فقط من أجل الإغاثة ولكن ممنوع على النساء التحرك الآن. Certains enfants blessés ou malades, leurs mères ne peuvent même pas leur apporter des médicaments parce qu'il est interdit de faire parvenir l'aide humanitaire. ما نحتاج أخيرا طبعا ما نحتاجه حقيقة هو دعم كامل لهذه المنظمات المدنية لتشكل. Oui, nous avons vraiment besoin aujourd'hui d'un programme d'aide complet à ces associations civiles de femmes. لتشكل كسر لهذا المشهد القاتم الذي يبدو أننا ذاهبين إليه. Pour justement atténuer ce spectacle d'horreur à laquelle on est en train de voir. Je vous remercie. والمجالس المحلية مهمة لاستقرار الحفاظ على استقرار سوريا في حال بعد إسقاط النظام، كونها قادرة على إدارة شؤون البلاد في حال تأخرت المعارضة قليلا في إنتاج حكومة أو في اتفاق على حكومة. Ces conseils sociaux, ces conseils locaux civils, en organisant la vie des gens, jouent surtout aussi un rôle à l'avenir et même au présent, au cas où le régime tombe et donc il n'y a plus d'autorité partout dans le pays. Ces conseils seront prêts à prendre le relais des services de l'État au cas où aussi l'opposition extérieure tarde à s'organiser. إحدى أهم مجالات دعم هذه التجربة الديمقراطية هي موضوع التوأمة مع البلديات والمدن في أوروبا والعالم. Alors l'une des premières façons de soutenir ou d'être en contact avec les conseils locaux dans les différentes villes ou villages, c'est le système du jumelage qui a démarré en France. Bon, Nicole Kidnitsen, députée des Verts. Ma question concerne justement les conseils locaux dont vous venez de parler et quelqu'un va peut-être traduire. Et j'aimerais savoir quelle est la participation effective des femmes dans ces conseils locaux. Merci. J'étais très impressionnée par votre description des hôpitaux improvisés avec l'entraide, avec les terribles bombardements ciblés, volontaires sur ceux qui soignent. Et ça me rappelle des situations où on condamne aussi les avocats qui défendent. C'est vraiment des atteintes gravissimes aux droits de l'homme. Et je voudrais que vous nous indiquiez très précisément comment nous pourrions vous aider pour mettre en place une chaîne logistique pour assurer que le médicament pour les malades chroniques, par exemple, arrive bien. Je voudrais dire que l'aide humanitaire européenne, elle n'est pas inexistante. Maintenant, elle frôle les 250 millions de dollars. Il y a à peu près 400 000 réfugiés dans les camps, mais nous subvenons aussi aux besoins, selon Mme Georgieva, de 3 millions de réfugiés déplacés internes pour les aliments, les nourritures. C'est sans doute pas assez. Et le secteur médical souffre, donc il faudrait que nous arrivions à faire un effort plus ciblé, peut-être, pour cette catégorie-là, particulièrement ciblée. Mais je veux vous assurer de notre soutien, de notre volonté de vous soutenir de toutes nos forces. Une remarque ensuite, Marielle de Sarnez. Je pense qu'il y a 3 secteurs dans lesquels l'Union européenne peut agir. La première question, c'est la question politique. Et c'est la question, me semble-t-il, de la reconnaissance de la coalition. Et je trouve que pour moi, c'est le point évidemment aussi important que la question humanitaire, mais c'est un point sur lequel nous devons agir. Nous l'avions fait en son temps avec l'opposition libyenne, notamment avec Guy Verhofstadt, nous avions reçu nos amis à cette époque. Je pense que nous devons mettre la pression sur Catherine Ashton pour la reconnaissance de la coalition. Je pense que nous devons nous-mêmes donner des signes de reconnaissance à cette coalition. Pourquoi ne pas la recevoir officiellement ici, au Parlement européen?
C'est comme cela qu'on va ensuite vers une reconnaissance diplomatique finale. Il peut y avoir, avant la reconnaissance de l'Union européenne ou de tous les pays qui composent l'Union européenne, des signes de reconnaissance, et je trouve que notre Parlement européen s'honorerait à reconnaître la coalition en la recevant ici officiellement au Parlement européen de Strasbourg. C'est une première proposition que je vous ferai volontiers et dont on peut discuter. Eva Joly l'a très bien dit, est-ce que l'Union européenne agit sur le plan humanitaire? Oui, elle agit sur le plan humanitaire. Bon, c'est jamais suffisant, bien sûr. Presque 250 millions de dollars. Je suis allée avec Nathalie Griesbeck, ma collègue parlementaire qui est là, nous étions il y a quelques semaines dans les camps de réfugiés syriens à la frontière turco-syrienne. Bien évidemment qu'il y a besoin de davantage, qu'il y a besoin de plus, que l'effort n'est pas tout à fait suffisant. L'Europe doit faire plus. Et puis il y a une troisième partie, c'est la question au fond de la reconstruction démocratique après une transition que je souhaite la plus rapide possible en Syrie. Et il faudra que là aussi, je vais plus vite, que l'Union européenne soit au fond un des membres qui porte la reconstruction politique, démocratique, d'institutions démocratiques de la Syrie. Et donc nous avons une tâche immense. En tous les cas, merci de nous rappeler ici, aujourd'hui, par votre présence, cette exigence qui est tout à fait légitime, qui est la vôtre et qui doit être la nôtre demain. Merci beaucoup. Hélène Flotte, je suis députée européenne du groupe des Verts, ALE. Je suis très contente parce que finalement ça replace le conflit au bon endroit. C'est-à-dire que vous portez les revendications d'une population, d'une société civile qui est en butte et en conflit et qui veut se débarrasser d'une dictature. Et souvent dans les débats qui ont suivi, même si l'histoire a été comprise comme ça dans la foulée des printemps arabes, au fur et à mesure que les mois passent, une multiplication d'enjeux, on vient d'en avoir un exemple assez flagrant, viennent alimenter cette situation pour en faire quelque chose finalement que plus personne ne pourrait comprendre. Alors cette histoire au début est quand même très claire, c'est quand même une population qui se bat contre un régime liberticide. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier ça et que votre initiative, elle permet de recentrer là-dessus. Contre quoi? Contre le fait que l'après-Assad est investi à la fois de projections d'angoisse, qu'est-ce que ça va devenir, etc., d'appétit plus ou moins réduits et personnalisés, ou en tout cas qui ne sont pas l'intérêt général d'une Syrie démocratique tel que nous pouvons et tel que vous en parlez et l'apporter. Et c'est finalement la multiplication de ces enjeux, les grandes lignes de clivage dans la région, comment ça va agir sur Israël et son environnement, etc. Toutes ces questions sont venues finalement, ne sont pas inexistantes, n'ont pas aucun sens, mais elles sont venues polluer ce qu'est le principal enjeu de cette bataille. Et je trouve que c'est bien que votre initiative recentre sur le conflit principal. La dernière chose que je voulais dire, c'est quand même sur l'accueil, on ne peut pas ne pas poser la question de l'accueil en Europe des réfugiés syriens. Il y a quand même 20 000 personnes qui sont réfugiées. Quand 300 personnes ont traversé la frontière gréco-turque, Madame Ashton a cru bon de devoir intervenir pour dire qu'il fallait quand même que la Turquie sache protéger ses frontières. C'est quand même un comble. Il y a 20 000 personnes en Europe. En Europe, 20 000 réfugiés syriens, on pourrait quand même avoir une politique qui soit un peu plus accueillante et organisée. On pourrait... Je veux dire à nos amis que nous saurons dans nos différents groupes relayer leur appel au sein du Parlement lui-même. Je veux laisser juste le mot de la fin à mon ami Jacques Rally. Un mot très court. Un mot très court. C'est Peggy qui disait « Je n'aime pas les gens qui réclament la victoire et qui ne font rien pour l'obtenir. » Je trouve que cette réunion, je parle des gens qui sont ici, du côté parlementaire comme du côté expert, comme du côté populaire, trahit, au sens du mot trahit, une grande politesse. Il est trouvé impoli, il y a de la politesse dans cette salle-là. Et la question que j'ai entendue forte derrière cette politesse, c'est que vous avez envie, et nous aussi, d'avoir des excès de courtoisie. Et je trouve que c'est cette question-là, c'est symbolique comme je le dis comme ça,
mais c'est cette question-là qui vous est posée. On ne peut plus rester en l'état. Il y a un ascenseur à prendre, et pas des escaliers branlants. Il y a un ascenseur à prendre. Ce train, il avait un objectif de faire pression sur le Parlement européen pour 4 points. 2 points qui immédiats, c'est développer l'aide pour la population syrienne qui en a besoin actuellement de plus en plus. D'autres, c'est de reconnaître la coalition qui présente effectivement la révolution syrienne actuellement. Et 2 autres points, c'est préparer l'après-Bachar, ça veut dire la conduite de Bachar est au cours pénal international et en quelque sorte prépare les terrains pour un plan qui appellera comme on veut, mais qui ressemble au plan Marshall. C'est la reconstitution de la Syrie après la chute de régime. Voilà, c'est 4 points qu'on a portés avec nous pour le Parlement européen. Et je pense que cet événement en soi, déjà, ça fait important qu'il y ait un pas vers pour obtenir cet objectif. Le titre de l'événement était assez incitateur, un train pour la liberté. On avait tous envie d'être dedans et de voir jusqu'où ça nous amènerait. Quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est de voir réunis dans ce train toutes les personnes qui essaient de soutenir le peuple syrien, qu'elles soient syriennes, qu'elles soient franco-syriennes ou françaises. Donc de réunir ces personnes ensemble, qu'elles discutent, qu'elles aillent vers le même objectif. Apparemment, les parlementaires européens ont très bien accueilli la délégation pour la Syrie. Ils leur ont fait beaucoup de promesses, j'espère qu'ils les tiendront. Donc apparemment, une des promesses, c'était qu'ils reconnaissent la nouvelle coalition qui a été constituée, ce qui est déjà un minimum. Maintenant, on va voir pour les autres promesses qui sont de soutenir le peuple syrien, ce qu'ils vont faire. Donc apparemment, déjà une enveloppe de 250 millions d'euros est allouée à différents projets, à différentes aides pour le peuple syrien. Maintenant, je pense que le Parlement est resté assez tiède. Et finalement, je ne sais pas quelle est sa marge de manœuvre par rapport aux pays membres. Actuellement, on sait que la Russie et la Chine aident la Syrie. Enfin, il y a une ingérence de toute façon internationale, puisque la Russie, la Chine et l'Iran aident le régime syrien avec une aide logistique, une aide financière et une aide militaire. Et pour l'instant, les autres pays, et dont l'Europe, la seule chose qu'ils ont faite, c'est un blocus sur certains produits vis-à-vis de la Syrie, donc des produits de luxe, mais c'est de l'ordre de la mascarade. Donc pour moi, ça reste encore assez tiède et on espère quelque chose d'un peu plus fort de la part du Parlement européen, ou plutôt des différents pays membres de l'Europe. طبعا أنا مش عضو باللجنة، لست عضوا في اللجنة المنظمة لهذا التحرك، ولكن هذا التحرك بالأساس يهدف إلى التواصل مع ممثلي الرأي العام. يعني البرلمان الأوروبي يمثل إلى حد كبير الرأي العام الأوروبي والقوى الأساسية فيه، والحوار معهم يتميز عن الحوار مع الحكومات بأن الحكومات أكثر انسياقا للحاجات اليومية للسياسة، بينما البرلمان الأوروبي يفترض أن يقرر بالنظر لمبادئ وأخلاقيات العمل السياسي أكثر من الحاجات المباشرة للعمل السياسي. وبالتالي فإن التوجه إلى البرلمان الأوروبي هو توجه إلى المصالح العامة الأخلاقية لأوروبا في الأزمة التي تتعرض لها سوريا بسبب عنف النظام.